Sur effectivement ce thème de la ville durable et intelligente du futur, et l'eau, bien entendu, puisque je ne vais pas vous faire non plus uniquement une explication sur la ville et sur ce qu'est la ville durable. Alors, juste, je vous explique d'abord, pour commencer, peut-être ce que c'est que ce titre qu'Alex Taylor a utilisé de coordinatrice de Vivapolis, puisque aujourd'hui, c'est à ce titre-là que j'interviens, et je remercie l'Agence de l'eau de m'en donner l'occasion. Donc, coordinatrice de Vivapolis. Vivapolis, c'est quoi ? Alors, on m'a dit que je pouvais appuyer sur ça. Voilà. Si tout va bien. C'est là-haut. Attendez que je me vois. Voilà. C'est une marque. C'est uniquement une marque collective, mais qui a pour objectif de fédérer tous les acteurs publics et privés qui travaillent dans le domaine de la ville durable. Les acteurs publics, ce sont les ministères. Nous avons chez nous 7 ministères qui travaillent sur ce sujet de la ville. Ce sont des agences, l'ADEME, bien entendu, mais aussi Business France, l'AFD, le CSTB, et j'en oublie, la Caisse des dépôts, etc. Et puis, du côté privé, ce sont les entreprises. Les entreprises grandes, petites, moyennes, réunies dans des organismes collectifs ou individuellement. Et puis aussi, bien entendu, des collectivités locales, puisqu'on ne fera pas de ville sans les élus et sans les collectivités. Donc, voilà, cet ensemble d'acteurs, de manière tout à fait volontaire et juste sous forme de réseau, on va l'appeler comme ça, sans personnalité morale, par exemple, travaillent ensemble depuis 2 ans à promouvoir la ville durable à la française, à l'exportation. C'est vraiment la mission de Vivapolis. On mène ces missions en utilisant tous les moyens que vous pouvez imaginer. On accueille des délégations, on fait des études, on fait des documents. On a un site internet, bien entendu, vivapolis.fr. On va à l'extérieur animer des forums, animer des stands et soutenir, bien entendu, des projets. L'idée, c'est d'aller là où on fait des villes. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, personne ne dit qu'il fait une ville pas durable. Après, le résultat n'est pas forcément évident, mais cette idée de ville durable est totalement partagée aujourd'hui sur la planète, au moins dans les discours. Et nous allons ensemble essayer de porter cette vision alors d'une ville durable qui n'est pas forcément celle de tout le monde, puisque c'est la ville durable Vivapolis, la ville durable à la française. Et je vais utiliser les 4 caractéristiques de ce qu'on met derrière cette ville durable à la française pour vous expliquer le lien avec l'eau. Alors d'abord, quelques mots sur ces fameuses caractéristiques, pour qu'on soit bien d'accord sur l'objet même, en fait, du sujet qu'on essaye de traiter, et sur la manière dont nous avons essayé de définir les 4 éléments de la démarche de la ville durable à la française. La première, c'est de mettre l'homme au cœur du projet, et c'est de dire qu'on cherche à améliorer avant tout les conditions de vie des habitants et des entreprises et de ceux qui passent à travers la ville, bien entendu. Donc cet élément-là, pour nous, est important. D'abord, c'est de faire en sorte que la ville soit attractive. Deuxième caractéristique, je vais passer très rapidement parce qu'après je préciserai un peu plus. Deuxième caractéristique, c'est la performance environnementale. Cette ville, elle est sobre en ressources naturelles. Elle est donc verte, comme on le dit facilement, et elle l'est d'autant plus qu'elle va être intelligente et qu'en utilisant les technologies numériques, on va faire en sorte qu'elle soit plus sobre, plus frugale et plus efficace sur un terme environnemental. Troisième point, c'est sa gouvernance. Elle a une gouvernance forte, transversale et participative pour atteindre les 2 premiers objectifs. Et la quatrième caractéristique consiste à dire qu'on n'a pas de modèle. Voilà, on doit s'adapter et qu'il n'y a pas de villes qui auront les mêmes politiques, les mêmes actions, parce qu'elles n'ont pas la même géographie, elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas le même climat, etc., etc. Autour de ces 4 caractéristiques, je passerai rapidement, parce que mon objet, ce n'est pas uniquement de vous parler de la ville, c'est de vous parler de l'eau, mais autour de ces 4 caractéristiques, on peut tout à fait réfléchir au rôle de l'eau dans cette fameuse ville durable et intelligente du futur, puisque c'était la question. Moi, je préfère dire durable
donc intelligente, puisqu'aujourd'hui, on utilisera ces technologies numériques dans le sens de la durabilité. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut les utiliser. Du futur, certes, mais c'est aussi d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui la manière dont on travaille sur ces thématiques urbaines. Et Gilles Boeuf le disait tout à l'heure, il avait une très jolie slide qui disait « eau indispensable à la vie ». On peut dire aussi que l'eau est indispensable à la ville. C'est pas très compliqué, il suffit de rajouter quelques lettres, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Alors je reprends mes 4 caractéristiques et on va essayer de voir très rapidement où est l'eau, à quoi est-ce qu'elle sert finalement pour atteindre et mettre en œuvre ces 4 caractéristiques de la démarche de la ville durable à la française. Première caractéristique, donc je vous ai dit, d'abord améliorer les conditions de vie, apporter du bien-être finalement aux habitants, faire que cette ville soit attractive. De toute façon, c'est l'objectif des élus, c'est que leur ville soit accueillante, qu'elle accueille de l'activité économique, qu'elle accueille des entreprises, qu'elle accueille donc des habitants, et c'est bien entendu aussi le souhait des habitants. Donc cette attractivité en matière d'eau, on va la trouver sous des formes extrêmement différentes. La première caractéristique, c'est que si vous n'avez pas d'eau, de toute façon, vous n'aurez pas d'attractivité dans votre ville. Les gens ne viendront pas, les entreprises ne viendront pas. On l'a dit, je ne vais pas m'appesantir, on a des zones, et notamment en Californie aujourd'hui, où le sujet de l'eau est un sujet très fondamental pour les villes elles-mêmes, ce qui ne les empêche pas de gaspiller beaucoup, j'y reviendrai. Mais donc ce terme de stress hydrique et de dimension quantitative de l'eau, c'est un élément important pour les territoires ruraux, on vient de le voir. C'est aussi, bien entendu, un élément fondamental pour les villes. Et ce que nous a dit Gilles Boeuf, vous le faites bien comprendre. Sans eau, on n'a rien, mais on n'a pas de ville. Deuxième élément, c'est la santé. Et on y pense aussi, on y pense peut-être un petit peu moins, mais à travers cette thématique de la santé, aujourd'hui, dans beaucoup de villes, on fait la différence entre une ville attractive et une ville qui ne l'est pas. Moi, quand j'arrive dans un hôtel, dans une ville quelconque, et que je vois des bouteilles sur ma tablette offertes gratuitement, etc., je me dis que l'hôtel est accueillant, je me dis surtout que la ville ne l'est pas. C'est-à-dire que quelque part, il y a un problème avec l'eau, qu'on ne va pas pouvoir la boire, et que donc derrière, il y a des problèmes fondamentaux de pollution, de dépollution, d'assainissement qui n'ont pas été traités. C'est un élément fort d'attractivité ou non de ces communautés urbaines. Avoir de l'eau buvable, c'est vraiment un indice, on va dire, rassurant au minimum, mais surtout un indice attractif, parce que vous avez aujourd'hui énormément de villes dans lesquelles l'eau n'est pas buvable. Et l'assainissement, c'est un problème fondamental de santé humaine, pas uniquement en ville, mais bien sûr aussi en ville. C'est même un des premiers problèmes mondiaux en termes de santé, c'est l'assainissement de l'eau et toutes les maladies que ce mauvais assainissement et mortalité que ce mauvais assainissement engendre. Donc, ce sont des sujets qui font l'attractivité ou non d'une ville, clairement, la quantité d'eau et la qualité de l'eau, cet élément qualitatif étant très souvent insuffisamment traité et les différentes villes en sont de plus en plus conscientes. Mais il y a d'autres éléments dans cette dimension de l'eau dans l'attractivité de la ville. Il y a ce que je mets derrière le terme d'agrément. Alors derrière ça, vous allez mettre beaucoup de choses. Je ne vais pas beaucoup parler de nature en ville puisqu'on a une intervention après, mais bien entendu, ça en fait partie. La nature en ville, les aménagements de berges, etc., ça fait partie des éléments sur lesquels beaucoup de villes essayent de progresser pour avoir des activités de loisirs, des activités de tourisme, donc des activités économiques, etc., etc. Ce n'est pas la peine que j'insiste. On a très souvent, enfin, les villes soit sont au bord de la mer, soit sont au bord d'une rivière. C'est très rare d'avoir des villes qui ne soient pas avec de l'eau quelque part. C'est vrai que je me suis contentée, enfin je vais essentiellement me tourner vers l'eau potable, moi aussi, et l'eau douce plutôt, et pas vers les océans et la mer, mais voilà, il y a toujours de l'eau, pratiquement toujours de l'eau dans une ville.
Donc l'agrément, comment on utilise l'eau, la rivière, son potentiel, les termes, etc., etc., c'est un élément aussi très important aujourd'hui d'attractivité et d'amélioration des conditions de vie. Et puis, un dernier point sur lequel j'insiste, on en a parlé les uns et les autres, c'est ce qu'on met derrière la lutte contre les inondations. C'est souvent en lien avec le changement climatique qui aggrave ces phénomènes d'inondation qui sont souvent connus, qui sont aussi aggravés bien sûr par l'imperméabilisation. Et donc aujourd'hui, autour de cette thématique de la ville durable, on met beaucoup d'éléments sur la non-imperméabilisation ou la désimperméabilisation, ce qui est compliqué mais possible, des territoires urbains. Sur la gestion des eaux pluviales, vous l'avez dit les uns et les autres, et là, on peut notamment faire un lien étroit entre intelligence et ville verte. Vous pouvez traiter les eaux pluviales, comme on l'a dit tout à l'heure, sans mettre que des tuyaux. Vous pouvez donc mieux traiter l'imperméabilisation. Vous pouvez aussi faire en sorte de suppléer les tuyaux et les gros investissements avec de l'échange de données, avec des systèmes qui, en remontant dès l'anticipation des orages et des pluies, anticiper l'organisation de la gestion du système des eaux pluviales. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites aujourd'hui dans beaucoup de villes. Je vous citerai celle de Bordeaux. Il y a certainement des choses très bien à Lyon, mais que je connais moins bien, où on a, sans avoir forcément d'énormes investissements en infrastructure, des résultats très intéressants parce qu'on utilise bien les données et le numérique. Et puis, d'une manière générale, réfléchir à anticiper les conséquences climatiques, c'est aussi, et c'est même absolument nécessaire aujourd'hui, pour rassurer sur les conditions de vie et la première caractéristique donc, de ma ville durable. Deuxième caractéristique, la performance environnementale. Parce que vous pouvez traiter tous les sujets dont je viens de vous parler juste avant, sans forcément intégrer la performance environnementale. Là, l'idée, c'est bien sûr d'intégrer les deux. Sur la performance environnementale, c'est-à-dire sur la sobriété en ressources naturelles, et en particulier la sobriété dans l'usage de l'eau, bien entendu. Il y a plusieurs éléments également qu'on peut traiter autour de cette thématique de l'eau, en y intégrant toujours l'intelligence. Et l'intelligence au sens technologie numérique, utilisation des données. Quelques exemples rapidement, sur 2 points en termes de performance environnementale. L'efficacité hydrique et puis le lien entre eau et énergie. L'efficacité hydrique, comme le disait Madame Franger tout à l'heure, c'est faisons attention à consommer l'eau dont nous avons besoin, pas plus, en faisant donc, comme pour l'énergie, du travail sur à la fois nos comportements et nos investissements et l'exploitation de nos activités diverses et variées. Il y a, c'est clair, un besoin de réduire les consommations d'eau dans certaines activités, dans les activités industrielles, dans les activités tertiaires. On l'a vu avec les bains de Balaruc tout à l'heure, mais c'est vrai de toutes les activités. Et aujourd'hui, à condition que le prix de l'eau ait un sens, on a effectivement des résultats très importants dans ces éléments-là. Mais c'est aussi pour le citoyen. C'est aussi mettre des robinets qui vont consommer 25% d'eau par rapport à une consommation normale. C'est aussi changer tous les systèmes de toilettes de tous les appartements, etc., etc. Tout ça, ça donne des quantités d'eau absolument énormes sur lesquelles il y a aussi des choses à faire en matière de ville durable. Et puis, il y a diminuer les fuites. On a entre 25 et 30% dans la plupart des pays industriels de fuites sur les réseaux. Ça peut aller beaucoup plus loin dans un certain nombre de pays. Réduire les fuites sur les réseaux, c'est aujourd'hui clairement une demande que nous avons quasi systématiquement et qui se couple, et c'est là que je reviens sur l'intelligence, qui se couple avec les systèmes de comptage. En fait, si vous avez des systèmes de comptage
un peu sophistiqués, enfin du type de ceux qu'on sait faire aujourd'hui, vous allez pouvoir détecter facilement où sont les fuites et donc beaucoup plus facilement intervenir avant que la fuite ne fasse consommer énormément d'eau. Et donc vous allez globalement non seulement améliorer les comportements parce que les citoyens sauront ce qu'ils ont consommé, mais aussi vous pouvoir intervenir mieux sur les systèmes. Donc vous voyez que ces éléments d'efficacité hydrique sont aujourd'hui très croisés avec toutes les technologies numériques, mais sont aussi des éléments importants de changement de comportement individuel et de comportement économique de toutes les activités industrielles ou tertiaires de nos villes. Ça, c'est pour l'efficacité hydrique, et surtout ça, il y a des technologies, et il y a des méthodes, et il y a des études et des cabinets tout à fait spécialisés sur ces sujets. Et puis, vous avez un deuxième sujet en termes de performance, c'est le lien entre énergie et eau. Et là, vous avez un lien dans les deux sens. Vous pouvez d'abord réduire la consommation d'énergie pour traiter l'eau. C'est un premier point important et il y a beaucoup de techniques pour le faire. Il y en a une qui est simple, on va dire ça comme ça, qui consiste à épurer l'eau avec des filtres plantés de roseaux, par exemple, ou d'autres plantes. Bon, d'abord, c'est souvent joli. On a des choses très intéressantes du côté de la Défense, par exemple, à Paris, sur ces sujets-là, même dans des grandes zones. Hein, c'est pas juste pour des zones de taille limitée. Donc c'est à la fois joli et effectivement, ça ne consomme pas d'énergie. Donc en cela, c'est aussi un moyen de lutter contre le changement climatique, puisque vous allez globalement moins consommer d'énergie. Et puis vous avez une autre technique qui est celle dont on a parlé, qui est de mieux utiliser l'eau en fonction de sa qualité. C'est-à-dire effectivement mettre de l'eau potable dans les toilettes ou pour nettoyer sa cour, ça n'a pas de sens. Donc faire en sorte de dépolluer et d'assainir son eau au niveau suffisant pour l'utilisation qu'on en a, c'est fondamental si on veut être plus efficace en termes de consommation d'eau et en termes de consommation d'énergie. Mais vous avez un deuxième lien eau-énergie qui est produire de l'énergie avec l'eau. Produire de l'énergie, alors avec l'eau, en utilisant l'eau, bien sûr, avec de l'hydroélectricité, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est plutôt en traitant l'eau que l'on peut aussi produire de l'énergie. C'est la méthanisation des boues d'épuration, par exemple. Ce sont des choses un peu plus sophistiquées, ou en tout cas qu'on connaît moins aujourd'hui, comme la phytoremédiation, c'est-à-dire des systèmes de micro-algues qui épurent l'eau. Puis ensuite, vous méthanisez les algues et vous faites de l'électricité avec. Donc vous voyez que vous pouvez, en traitant l'eau, finalement, produire de l'énergie, alors qu'habituellement, on fait plutôt l'inverse, on consomme de l'énergie en traitant l'eau. Donc tous ces sujets-là sont vraiment des thématiques sur lesquelles les demandes sont fortes, partout, sur tous les continents, et sur lesquels, puisque c'est l'objectif de Vivapolis, les entreprises françaises ont des savoir-faire que nous pouvons porter à l'export. C'est d'ailleurs, et avec des rendements très intéressants, nous avons rendu public cette semaine, en début de semaine, une étude sur une cinquantaine de réalisations d'entreprises françaises dans des villes à l'étranger, en mesurant les économies d'énergie et surtout les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ces différents cas. Et on a des résultats très intéressants. Par exemple, la station d'épuration par filtre planté de roseaux dont je vous parlais, on a un cas qu'on a examiné au Maroc avec une réduction des émissions de CO2 de 78%. La méthanisation des boues de station d'épuration, là c'est un cas en Chine sur une grosse station d'épuration avec moins 74% des émissions. Et la phytoremédiation avec mes algues, là on a une réduction d'émissions de 92%. Donc vous voyez qu'on est sur vraiment des choses qui changent complètement la manière de voir les sujets et de passer réellement d'une consommation à une production d'énergie ou réduction d'émissions tout à fait conséquente.
Je vais m'arrêter là sur les exemples. Bien entendu, sur mes deux autres caractéristiques de la ville durable, gouvernance et adaptation, l'eau est aussi un élément sur lequel on peut réfléchir, parce qu'en termes de gouvernance, il faut forcément, pour mettre en place tous les systèmes dont je viens de parler, avoir une vision de long terme, être capable de faire de la planification. Nos agences de l'eau sont des exemples que nous portons à l'international, nos délégations de services publics sur la gestion de l'eau également. La transversalité, pour gérer tous ces sujets, on le sait bien, il est aussi nécessaire que les services ne soient pas les uns à côté des autres en silo, mais échangent les uns avec les autres. Et en termes de participation, il est bien évident que les comportements sont, et je l'ai déjà dit, très importants pour atteindre ces résultats, et que la participation des citoyens au projet de la ville avec ses préoccupations en termes d'eau ou d'énergie sont nécessaires. S'ils ne participent pas, nous n'atteindrons pas non plus de toute façon les résultats. L'adaptation, eh bien forcément, selon les cas, vous allez traiter des problèmes de stress hydrique ou d'inondation. Vous avez trop d'eau, pas assez d'eau, des problèmes de climat, de qualité. Il faut forcément s'adapter. Ce n'est pas non plus la peine que j'insiste. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu à moi toute seule. Il faut étudier la ville et l'énergie, mais la ville et l'eau, c'est un sujet qu'on traite beaucoup moins, probablement parce que la COP21 est là cette année, mais je suis absolument convaincue qu'il y a un énorme potentiel et on le voit, nous, tous les jours à l'international. C'est un des sujets de préoccupation prioritaires de nos interlocuteurs qui sont très intéressés par toutes ces technologies, mais pas uniquement technologies, j'insiste, toutes ces démarches globales autour de l'eau, avec une dimension économie, croissance des territoires qui est forte, puisque tout ce que je vous ai dit sur l'attractivité de la ville et sur sa compétitivité en termes de coûts de fonctionnement, ce sont forcément des dimensions économiques qui ont derrière des conséquences sociales sur le bien-être ou non des habitants de ces villes. Merci de votre attention.